Et non plus usurpé, aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, venant de son exil, des enfants de 5 ans, travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont monsieur Pierre a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, les artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire aucune. Celle qui paye toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire de ces fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce pan quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France, Mesdames, Messieurs les élus, conseillers régionaux, départementaux, communaux et représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les résistants, cher Pierre Charret, les déportés, les membres de leur famille, Mesdames, Messieurs les présidents et membres de toutes associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers camarades et amis de la Résistance. Après 2 années de commémoration faites avec une participation réduite, voire à huis clos, suite à la crise sanitaire instaurée par ce satané virus, qui nous a contraints au confinement, à la distanciation, à la perte d'identité, étant tous masqués, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour réaliser ensemble dignement cette cérémonie importante. Je devrais dire doublement heureuse, car nous célébrons en ce mois d'avril 2022 le 10e anniversaire de l'inauguration de ce magnifique monument, édifié en 2012, grâce, bien sûr, à l'engagement de la ville de Wambrochy, à la ténacité d'Yvonne Abbas, que j'ai eu l'honneur d'accompagner sur ce projet, et naturellement aux aides financières, comme celle apportée par Michel de Messine. Vous voir nombreux aujourd'hui, et on a de la chance parce que hier je craignais vraiment la pluie et la neige, c'est un réconfort, et je salue particulièrement nos jeunes participants qui seront les passeurs de mémoire de demain, interdisant l'oubli, qui est le pire des maux, car il favorise le renouvellement des erreurs du passé et des idéologies que l'on croyait disparues. Avant de donner la parole aux intervenants et aux chanteurs, je vous lis une citation d'Aristide Briand, qui fut à plusieurs reprises président du Conseil
et ministre sous la Troisième République, et l'un des initiateurs de la loi de 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, codifiant la laïcité. Des savants luttent chaque jour pour nous préserver de la tuberculose, du cancer. Et la guerre, l'horrible guerre, serait le seul mal contre lequel l'humanité se déclarerait impuissante. Je ne veux pas le croire. Sur ces mots, je déclare la cérémonie d'hommage aux fusillés du Vert-Galant ouverte et passe la parole à Jérôme Escamps, membre du Conseil national de la NAP. Tu vas le faire ainsi. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres des associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis, chers camarades, tiens d'abord à vous remercier de votre présence. Enfin, nous nous retrouvons afin de commémorer, comme il se doit, nos fusillés du Vert-Galant. La guerre, quelle absurdité, quelle horreur! Nous pensions depuis 75 ans que le spectre d'un conflit en Europe s'était éloigné. Mais force est de constater que de nouveau, le canon tonne. Et pourtant, à la fin du premier conflit mondial, nos poilus, face à l'affreuse boucherie, avaient dit « plus jamais ça ». Le traité de Versailles n'arrangea rien. Pire, on découpa, on modela les frontières au profit des puissants, mais au détriment des peuples. Alors l'ère du nationalisme des dictatures apparut. Ce fut Mussolini et ses chemises noires, Hitler et sa peste brune, Franco et ses franquistes. Une montée irrésistible qui n'effaria pas la France. Rappelons-nous le 6 février 1934, les forces progressistes se mobilisèrent et empêchèrent cependant le basculement de la République en un régime autoritaire. Mais les discours de haine, de rancœur prolifèrent. On marche de nouveau au conflit. La Seconde Guerre mondiale a pour cadre la conquête et le massacre des peuples. Face à ce déchaînement de folie guerrière, des femmes et des hommes se lèvent, s'opposent fièrement et bravement au nazisme, aux idéologies fascistes. Durant 4 ans, dans des conditions de clandestinité, poursuivis par la Gestapo et la police de Pétain, nos résistants, parfois avec la peur au ventre, réussirent malgré tout à s'organiser. L'armée des ombres était née. Mais nos camarades, qu'ils soient communistes, socialistes, gaullistes, prêtres, femmes et hommes sans parti, paieront un lourd tribut. Les 92 fusiliers du Vert-Galant en sont un témoignage vivant. Mais leur sacrifice ne fut pas vain. Ils ont refusé de s'incliner devant l'occupant. Ils se sont battus. De tracts en journaux, en passant par les sabotages, le renseignement et la lutte armée, la résistance française invente un nouveau monde avec les jours heureux. Le programme du Conseil national de la résistance, d'où sont issues nos grandes lois sociales. N'oublions pas que leur lutte s'est aussi établie pour la justice sociale, la paix en un avenir radieux. Ce sont là aussi des axes fondamentaux, délivrés de façon forte pour que nos jeunes générations puissent connaître un avenir meilleur. Les idéaux de la résistance tracent notre chemin. Tous ensemble poursuivons notre combat contre le fascisme, le racisme et toutes les formes de rejet. Affirmons nos vœux les plus profonds. Non à la guerre, oui à la paix et à l'amitié entre les peuples.
Je vous remercie de votre attention. Je remercie Jérôme. La parole est donnée à Simone Darce, vice-présidente de l'ANAC de Tourcoing-Roubaix, pour une biographie de fusillé. Lors de son arrestation pour le moins très mouvementé, un jeune résistant, blessé d'une balle dans le ventre, est amené au siège de la Gestapo pour y subir un interrogatoire sévère, agrémenté par des tortures soignées et bien orientées. Après plusieurs heures de ce traitement, dans un état semi-comateux, il délivre quelques noms et adresses. Plus tard, il sera fusillé. Il s'en suivra de nombreuses arrestations. Un coup dur pour les jeunes résistants FTP de la région de Maubeuge à Lille. Il y a notamment Jean Braque de Caudry, Louis Petit de Denain, en réunion chez Yvonne Abbas à la Madeleine, Florent de Bels, le mari d'Yvonne, en mission à Saint-Lenoble, Renel de Berriot de Maubeuge, Charles Gazlovic, Floris Lehombre, Alexandre Bouchat. Arrêtés sans ménagement, ils subiront des interrogatoires musclés, questions, humiliations, bastonnades. Rien ne sortira de leur bouche, sauf le refus des accusations. Ils sont incarcérés à la prison de Croissy. Et très vite, c'est le jugement par la section spéciale de Douai. Face au juge, les hommes dénudent leurs torses. Ils sont noirs de coups. Le scandale est grand et le jugement est reporté. Mais il apparaît révélateur par la suite que les policiers de Vichy, les agents de la Gestapo, les magistrats pétinistes, tout comme les officiers de la cour martiale, se partageaient la sale besogne. Et pour sauver les apparences, la police vichiste transfère les 6 hommes au quartier allemand de la prison de Los. Le 5 juin 1942, ils seront condamnés à mort par le tribunal allemand de Bruxelles. Quant aux femmes, jugées à huis clos et condamnées aux travaux forcés, elles seront déportées au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. 6 hommes fusillés le 1er juillet 1942. Qui étaient-ils? Floris Amédée Lehombre, fils d'un porteur de pain et d'une confectionneuse. Il est né le 20 janvier 1920 à Roubaix. Il est employé de préfecture. À l'âge de 16 ans, il adhère aux jeunesses communistes et dès le début de l'invasion allemande, il entre en résistance et devient membre de l'organisation spéciale FTP. Il fait partie de l'équipe de René Denis. À l'automne 40, il transporte dans une champignonnière près de la porte de Béthune à Lille des armes ramassées sur les lieux des combats récents. Son travail à la préfecture lui permet de fournir de vraies fausses cartes d'identité pour les membres de l'organisation spéciale. Grâce à sa connaissance des lieux et du matériel, dans la nuit du 5 au 6 mars 1942, il participe au vol d'une Renéo indispensable à la reproduction des tracts et des journaux clandestins. Il est suspecté d'avoir, le 20 avril 1942, en compagnie de Jean Braque et de Charles Gazlovic, abattu un militaire allemand à Lille, rue de Roubaix, près de la place des Regnault. Il se sent surveillé et demande à entrer dans la clandestinité. Mais le 19 mai, il est arrêté à son domicile. Détenu à la prison d'arrêt de Los, il est condamné à mort par le tribunal militaire allemand et fusillé, ici, le 1er juillet 1942. Il avait 22 ans et s'était marié 6 mois plus tôt, le 24 janvier 1942, avec Suzanne Brion. Jean Braque. Il est né à Caudry le 26 août 1923.
Il est employé de bureau. Ses parents sont ouvriers tulistes et militants CGT depuis 1920. Jean, quant à lui, est dirigeant régional des jeunesses communistes. Après l'armistice demandé par Pétain en juin 1940, pour ne pas vivre sous le régime de Vichy, il gagne la zone libre et se rend à Marseille. Il s'engage dans la marine marchande dans l'espoir de pouvoir gagner l'Angleterre. Embarqué sur un navire qui devait se rendre en Roumanie afin de prendre livraison de pétrole pour l'armée d'occupation, il refuse de servir et quitte son poste. Il regagne le Nord et s'engage dans le combat armé que mènent les jeunes FTP. Lorsque Germinal Martel et Jules Bridoux quittent la région pour d'autres responsabilités, Jean Braque est désigné à la direction départementale des jeunes combattants FTP. Hébergé chez Roger Sticker à Saint-Lenoble, il est arrêté une première fois en mars 1942 par la brigade spéciale de Lille. Le soir même, il s'évade, reprend la lutte et la vie clandestine, mais le 30 avril, il est à nouveau arrêté sur dénonciation par les mêmes inspecteurs vichistes. Le 22 mai, la police française le livre à la Gestapo, puis jugé le 5 juin 1942 par le tribunal militaire allemand de Bruxelles. Il est condamné à mort et fusillé, ici, le 1er juillet 1942. Il allait avoir 19 ans. Alexandre Bouchat, ouvrier mineur né le 11 avril 21 à Aire dans le Nord. Il habitait à Fenin. Il entre en résistance dans l'organisation spéciale et sabote l'usine de la compagnie électrique de la région de Valenciennes. Le 28 avril 1942, il est arrêté à Thiers-Lagrange par la police française pour détention illégale d'armes et de propagande communiste. Il est incarcéré à Douai, puis à Lille, et le 5 juin, il est condamné à mort par le tribunal militaire allemand. Il est fusillé ici, le 1er juillet 1942. Il avait 22 ans. Charles Gabowski. C'est à Grand-Sac, en Aveyron, qu'est né Charles, le 30 janvier 21. Il est de nationalité polonaise. Ouvrier mineur, il est célibataire et vit à Fenin chez ses parents, Marcel et Maria Rosec. Ils vivent très mal l'occupation par les nazis de leur terre d'accueil. Charles s'engage dans la résistance communiste en 1941 et en 1942, il est membre des francs-tireurs partisans, secteur 3, section 9, et commande un détachement dans la région de Semin. Il sera déclaré mort pour la France en 1942, puis en 1955, reconnu résistant interné. Il sera homologué adjudant des forces françaises de l'intérieur à titre posthume. Dès le début, il héberge d'autres résistants et participe à divers sabotages, voies ferrées, matériel allemand, ainsi que la centrale électrique de la compagnie des mines d'Aniche à Saint-Lenoble et de la centrale électrique de Haine-en-Bray. Outre le transport de tracts, il est pourvoyeur de dynamite et de munitions. Suspecté d'être l'auteur du meurtre d'un aviateur allemand, il est arrêté le 4 mai 1942 à Fenin avec un autre mineur, Pawlowski, sur leur lieu de travail à la pause. Il est d'abord interné à Douai jusqu'au 20 mai, puis transféré à la prison de Loos-les-Lilles. Le 5 juin, il est condamné à mort par le tribunal militaire allemand et fusillé ici, le 1er juillet 1942. Il avait 21 ans. Louis Petit. Le 7 novembre 1914, Louis Petit voit le jour à Banteux. Ses parents, Hector et Marie Catelin, sont tous deux tisserands de lin à domicile. Au début de la guerre 14-18, la famille évacue à Denain et Hector est embauché au four des forges et aciéries de Denain en Zin. Après de bonnes études, Louis entre comme teneur de livres de la fonderie de fonte de Denain. Il grandit dans une famille très catholique, où on ne parle ni fait de politique. Mais cela ne l'empêche pas d'adorer les jeunesses communistes, où il est remarqué par Henri Flévé, qui s'occupait de la formation des jeunes. En 1939, à la déclaration de guerre,
Louis est mobilisé et affecté à la 5e compagnie du 1er régiment d'infanterie. Lors de la débâcle de 40, il évite la capture et son exode le conduit dans le Calvados, d'où il entreprend de retourner chez lui. Il arrive à Denain le 1er juillet 40. De suite, il reprend ses activités militantes et dès le début de l'automne, à la demande d'Henri Fiévé, il constitue un groupe de résistants, surtout parmi les métallurgistes, dont les frères Santerre, Arthur et Émilien, Léon Fraisse, Lasselin, Robert Boucher et Jean Mirou. Ils sont membres du Parti communiste et de la CGT, reconstitués dans la clandestinité. Le groupe est en relation avec celui d'Écodin et de Louche, qui est sous la responsabilité de Félicien Joly. Après un travail de propagande avec Papillon, tract et journaux clandestins, de récupération d'armes et de sabotage, ces groupes entrent dès juillet 41 dans l'organisation spéciale précurseur des FTT. Lors de la répression de l'automne 41, Félicien Joly est arrêté le 18 septembre et fusillé le 15 novembre 41. Louis lui succède à la direction départementale des jeunes communistes et passe dans la clandestinité le 2 janvier 42. Il prend le pseudonyme de Félicien, puis dirige l'organisation spéciale après la mort de Ferrari et Denis. Il sera aussi suspecté d'avoir abattu un officier allemand. Il est arrêté le 29 avril au domicile d'Yvonne Abbas à la Madeleine. Incarcéré à Douai, il subit des interrogatoires musclés et des tortures raffinées. En 1999, nous avons rencontré un résistant du même groupe, Éloi Gernier, condamné aux travaux forcés, déporté à la citadelle de Huy, d'où il réussit à s'évader, qui nous racontait: alors que j'étais incarcéré à Douai, j'ai croisé Florent de Bels, menotté, assis entre deux militaires, sonné. Il semblait attendre son tour, pendant que dans le bureau, Louis subissait l'interrogatoire, et j'entendais des cris de douleur. Louis sera condamné le 5 juin 42 à mort par le tribunal militaire allemand pour fait de résistance et d'avoir abattu un officier allemand, fait qu'il n'ira jusqu'au bout. Il est exécuté ici, le 1er juillet 42. Florent de Bels. Il est né dans une famille d'ouvriers textiles le 22 février 1920. Comme ses parents, il travaillera très tôt dans le textile et deviendra tisserand. En 1938, il épouse Yvonne Abbas. Ensemble, ils regarderont dans la même direction. Ils seront adhérents à la CGT et au Parti communiste. La guerre éclate, le pays est envahi. Il résiste. On lui demande de quitter son emploi de tisserand pour se faire embaucher chez Pullman. C'est là qu'il trouvera les produits nécessaires au sabotage. Avec Louis Petit, ils organisent des actes et étendent les activités de combat aux arrondissements de Lille et Douai. Florent participe activement à la formation des premiers groupes FQI. Il est responsable militaire, chargé de récupérer tout ce qui pouvait aider au sabotage et à la lutte armée. Les risques sont importants et les taux se resserrent. Il est arrêté le 2 mai à Saint-Lenoble, chez Charles Loubry, jeune résistant de 17 ans qui sera déporté. Conduit au commissariat de Lille pour interrogatoire, puis détenu à la prison de l'Ost, section allemande. Il est suspecté de l'exécution d'un militaire allemand. Soumis à la torture, il refuse de parler. De la prison de Poissy, il est envoyé à la prison de Louvain. Rien ne sortira de ses lèvres, sauf ses cris de souffrance. Condamné à mort le 5 juin 42 par le tribunal militaire allemand, Florent est fusillé ici, le 1er juillet 42, avec ses 5 camarades, Floris Lehand, Alexandre Bouchat, Charles Gavzovzik et Louis Petit. Voilà les derniers mots qu'il écrira à Yvonne, emprisonnée, qui connaîtra la déportation dans l'enfer de Ravensbrück. Adieu, ma petite femme chérie, je meurs avec ta photo dans mon cœur. Bon baiser et bon avenir. Florent qui t'a aimé jusqu'à la dernière minute. Merci.
membre de la NACRE du Nord, donc Colette Becquet, présidente de la NACRE de Lille, Anthony Laroche, présidente de la NACRE du Val-de-Sambre. Et si parmi le public il y a un ou une volontaire pour venir dire mort pour la France. Un volontaire? Ah, mais en bas, et on a aussi quelqu'un. Voilà. Bravo. Patriotes fusillés au port du Ver Galant. Le 4 octobre 1941, Janssen Jean-Baptiste. Mort pour la France. Le 12 novembre 1941, Baleine André. Mort pour la France. Le 15 novembre 1941, Dor Maurice. Dubois Jean. Joly Félicien. Robiquet Charles. Serezac Roger. Mort pour la France. 16 janvier 1942, Renard Georges. Mort pour la France. 11 février 1942, Escagedo Séraphin, le grand Adolphe. Mort pour la France. Pesco Zénon, mort pour la France. Le 9 mars 1942, le gros Kléber, Mort pour la France. Le 20 mars 1942, Coussin Raymond, Mort pour la France. Le 31 mars 1942, Delettré Germain, Rabinovitch Élie, Sarrazin Julien, Soboki François, Terrain Henri. Mort pour la France. Burzigoski Grégoire, Philippi Victor, Supernac Victor, le 13 avril 42. Mort pour la France. Le 14 avril 42, Bayeux Léon, Bouillet Honorat, Boulier Joseph, Bridou André, Brûlé Michel, Caron Albert, Catelin Alexandre, Chantron Louis, Cochet Albert, Coët Antoine, Defontaine Albert, Devant-Brochy Roger, Dubois Fortuné, Fatou Paul, Franck René Paul, Frolich Paul, Angès Joseph, Lalou Hector, Leblond Fernand, le duc Célestin, Lepé Charles, Le Terme Laurent, Mars Hyacinthe, Martel Aimable, Martin Marceau, Moisson Louis, Planchon Robert, Paulet Georges, Richet Marius, Ringeval Charles, Sens Élysée, Sens François, Sticker Roger, Stradi Léon, Zierkowski Dilog, Mort pour la France. « 23 avril 1942, Pieters Édouard. Mort pour la France. 30 avril 1942, Brancadoro Guido Mario. Delemestre Georges. Esparon Eugène.
Hublot Henri. Genet Jean. Levrangy Antoine. Petit Marcel. Prochovic Calmé. Ragou Benmassan Ahmed. Villette Jules. Mort pour la France. 9 mai 1942. 1. Louis. Rombaud Edmond. Mort pour la France. 14 mai 1942. Brion François. Mort pour la France. 7 juin 1942. Delécluse Paul. Mort pour la France. 17 juin 1942. Saute François. Mort pour la France. 20 juin 1942. Demaillère Otto. Mort pour la France. 1er juillet 1942. Bouchard Alexandre. Braque Jean. Debels Florent. Gavlovix Charles. Leandre Florin. Petit Louis. Mort pour la France. 9 juillet 1942. Bertin Siméon. Mort pour la France. 31 juillet 1942. Henton Robert. Mort pour la France. 11 septembre 1942. Bernier Jean-Baptiste. Machon Edmond. Poirette Maurice. Mort pour la France. 15 décembre 1942. Bourg Georges. Cabi René. Fondu Léon. Nigra Bernard. Rera Georges. Vézan Jean. Mort pour la France. 10 février 1943. Dutheil Henri. Mort pour la France. 23 février 1943. Gravé Georges. Mort pour la France. Sont morts pour notre liberté. Ne les oublions pas. Nous allons écouter le chant des partisans par Jean-François Debels. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays?
au dépôt de gerbes. Les personnes qui doivent déposer une gerbe veulent bien s'avancer. Et ce dépôt de gerbe sera suivi. Ce dépôt de gerbe sera suivi du dépôt de gerbe. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'en nous égorger nos fils et nos compagnes. Les citoyens, armés de bataillons, marchons, marchons.
Citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, dansons à plus, abreuve nos sillons. Maintenant, je vais demander aux personnes qui ont un œillet de bien vous pendant que Lisiane chante la complainte du partisan. Bravo. Tellement été chez moi, on m'a dit résigne-toi, que je n'ai pas eu mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu pas mes enfants, j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats nous ont pris. Il est mort sans surprise, hier encore nous sommes, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre, le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Monsieur Lisiane, monsieur le maire, monsieur Bognard, je vous laisse la parole. Chers collègues, monsieur le conseiller départemental, madame la présidente, madame les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'association, merci mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence pour cette cérémonie d'hommage aux 92 fusillés du fort du Vergallan. Et cette cérémonie, je l'ai vécue différemment des 2 années précédentes. D'abord parce qu'effectivement, nous l'avions vécu en comité restreint, et puis je n'avais pas pris la teneur de tous ces discours que vous avez faits, mesdames et messieurs. Comment je vais dire, la vie des personnes qui sont, des 6 personnes qui ont été citées m'a glacé le sang. Et j'aimerais, comme je le fais à chaque fois, m'adresser aux jeunes. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas beaucoup les jeunes, mais ils sont sur Facebook, ils peuvent nous regarder. Effectivement, ça m'a glacé le sang parce qu'on n'est pas sorti d'affaire avec ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, et on a beau dire, redire chaque année, à chaque cérémonie, le 11 novembre, le 8 mai, lorsque nous nous réunissons pour célébrer nos fusillés, on a beau dire, répéter, et on voit que malgré tout, on a encore une invasion qui se fait en Ukraine. Et comme vous disiez, monsieur, tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, et les canons chantent encore. C'est bien dommage. Vous avez cité aussi une personne qui est chère à mes amis ici dans le public, Ivan Abbas, qui a fait beaucoup pendant la guerre. Évidemment, je ne parle pas au conseil départemental, mais au maire de la Madeleine ici présent. Ivan Abbas a beaucoup d'importance pour lui. Et d'ailleurs, je m'adresse encore aux jeunes, puisque Ivan Abbas, c'est ni plus ni moins que le nom d'un collège. Et c'est important de donner ce nom, ces noms de personnes qui ont su résister. Ivan Abbas, évidemment, Jean Moulin, Jean
Il y en a bien évidemment d'autres, mais voilà, c'est important pour eux, les jeunes. Et je pense qu'au niveau des établissements scolaires, il faudrait insister sur le nom qui sont donnés aux établissements pour justement ne pas oublier. Les victimes des conflits, toute notre mémoire, comme au quotidien, avec ce qui se passe en ce moment, et les hommages que nous rendons collectivement à celles et ceux qui sont morts, qui souffrent des pertes de leurs proches, doivent être à la hauteur des combats que nous continuons à mener pour que, vous disiez monsieur tout à l'heure, règne la paix partout dans le monde. À Vambrochy, le fort du Vergalan représente un patrimoine historique unique et contribue à faire vivre la lutte pour la liberté. Vous pouvez compter sur moi comme vous avez pu compter par le passé. Tout à l'heure, je discutais avec M. Penquin, qui a fait après le château de Robert-Sarre, qui a fait de ce monument un lieu de mémoire et qui a entamé. M. Penquin, soyez assuré que je vais continuer à faire ce que vous avez fait chaque année avec Mme Galland, Mme Orman, qui s'occupe de la culture et du patrimoine. Je vais continuer, tant que je serai là, monsieur, à faire ce que vous avez fait pendant de longues années. Je vous en remercie. Ce fort est un symbole, comme ce monument, de notre mémoire universelle et perpétuelle envers ceux qui ont combattu contre l'oppresseur et la tyrannie. Il est aussi désormais un lieu de culture, de loisirs, de promenade et d'émerveillement de la nature qui prospère comme une revanche à la violence qui s'y est défoulée. Et je pense que, en écoutant, encore une fois, ce que vous avez dit, je pense que, effectivement, on a pu percevoir aujourd'hui la violence qui a pu se défouler dans ce fort. Celles et ceux qui ont connu cette période tragique de notre histoire, il y en a encore, celles et ceux qui ont perdu un proche, c'est 92 personnes, j'ai entendu lorsque vous avez cité, madame et monsieur, les noms de ces 92 personnes, des noms qui sont communs à l'histoire de Vambrochy. Évidemment, ils ont été assassinés ici, donc ils ne peuvent être que communs à Vambrochy, mais il y a encore des familles qui ont perdu donc des personnes ici. Et donc, qui entre le 4 octobre 1941 et le 15 décembre 1942 ont été fusillés par les nazis dans la cour ouest du fort. Et ces personnes restent au cœur de nos pensées. Car dans cette enceinte vit une partie de notre identité vambrocitaine. Et j'ai pu rencontrer le président Christian Poiret il y a quelques temps, accompagné des conseillers départementaux. Et M. Poiret, il est département en charge d'une partie de la culture ici, et il a été ému par ces lieux. Et m'a certifié qu'il allait nous soutenir dans le maintien en vie de ce fort. Je disais, nous y sommes particulièrement attachés tant il est chargé d'histoire, d'émotions et de souvenirs, de violence, comme on a pu le voir, et de chagrin, mais aussi d'espoir. Car ici demeure l'âme de la liberté retrouvée, de la liberté sans concession, pour laquelle se battaient tant de nos compatriotes à cette époque. Nous avons compris au fil des années combien la liberté pouvait être fragile, et on le voit encore aujourd'hui, ou plutôt fragilisée par ceux qui la menacent. Il suffit d'un individu, un seul, et notre liberté peut être menacée. Aujourd'hui, on se dit c'est à 2000 km. C'est pas grave. Mais je pense que ces 2000 km, finalement, c'est très grave, bien évidemment, ce qui se passe. Mais c'est très court par rapport à nous. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie qu'il n'avait pas avant. Avant, on se battait au corps à corps. Maintenant, on ne se bat plus au corps à corps. On peut se battre à distance. Et 2000 km, finalement, quand un bouton est dans les mains d'une personne, c'est très très court. Donc, je vous disais que, effectivement, la liberté peut être fragile ou fragilisée. Vous qui êtes aujourd'hui présents savez qu'il nous faut continuer de témoigner, de parler, de transmettre pour faire vivre notre conscience collective. Et nous le ferons, nous continuerons à le faire. À chaque commémoration, nous le ferons. Il faut, nous irons dans les établissements scolaires aussi pour le faire. Ma France, chantait Jean Ferrat, qu'elle soit aujourd'hui celle de l'union face aux violences, celle de la liberté de chacun et de tous, celle du respect des droits de l'homme. Que les rassemblements qui ont lieu partout sur notre territoire national, cela s'est produit, parlent d'une seule et même voix aux dictateurs, aux oppresseurs et aux intolérants. Ils doivent aujourd'hui, plus que jamais, nous encourager à agir pour nous respecter et nous unir. À Vambrochy comme ailleurs, la guerre n'a épargné personne.
Et c'est pour ça que les voix des 92 innocents assassinés ici même, ces hommes et ces femmes dont les noms figurent sur ce monument, qui ont été dictés tout à l'heure, résonnent encore dans la cour de ce fort, comme chacun de leurs souffles. Je remercie particulièrement les membres de l'ANAC présents aujourd'hui, Madame Tams, présidente déléguée de l'ANAC du Nord, qui contribue inlassablement à préserver, à développer le travail de mémoire qui est réalisé, notamment auprès des jeunes publics. Je remercie aussi également de leur présence solidaire, mesdames et messieurs, les représentants des associations de déportés, résistants, anciens combattants, représentants des associations locales, mes collègues, et puis mesdames, madames et messieurs les porte-drapeaux, présents par tous les temps. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer tout à l'heure, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais je le ferai avec grand plaisir tout à l'heure. Merci, messieurs et madame, de votre présence régulière sur nos événements. Je vous demande à présent de bien vouloir respecter une minute de silence. Bravo. Ok. Donc j'invite bien sûr Monsieur le maire, les élus